Alors cette petite mise au point de la chef du gouvernement italien, elle intervient alors qu'un sommet des 27 se tient à Bruxelles avec au programme la guerre en Ukraine. Les Européens ont décidé de renouveler leurs sanctions contre la Russie pour 12 mois au lieu de 6. Mais certains pays se montrent divisés sur le 21e paquet de sanctions et sur une adhésion accélérée de Kiev. Bonsoir Aurélien Duchesne, vous êtes consultant en géopolitique et défense, chargé d'études à Eurocréative. Alors la Hongrie n'était pas la seule à freiner sur le soutien à l'Ukraine. Les 27 restent partagés sur la question. Absolument, car il y a différents enjeux qui peuvent poser problème pour les pays qui soutiennent l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous prenez le cas du principal voisin, la Pologne, c'est sur la question de l'agriculture, par exemple, qui représente un poids considérable sur le plan électoral, qu'il y a aujourd'hui des dissensions avec l'Ukraine. Vous avez également des pays comme la Slovaquie de Robert Fico qui ont fait campagne sur l'idée que la population slovaque payait beaucoup trop pour l'Ukraine et que faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne serait un poids inacceptable. Et vous avez enfin des pays comme la France, avec toutes les incertitudes qu'on connaît par rapport à la prochaine présidentielle, qui historiquement étaient opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et qui n'ont changé d'avis qu'il y a 4 ans à peine, le 17 juin 2022. Alors on va revoir cette image ensemble, si vous le voulez bien, Aurélien Duchesne, l'Ukraine qui montre sa résistance et sa combativité. On va revoir cette frappe spectaculaire, voilà, c'était hier soir sur la raffinerie de Moscou. Deuxième attaque en moins d'une semaine par des drones ukrainiens. Volodymyr Zelensky a relayé l'image, c'est vrai qu'elle est assez spectaculaire, je le répète. Alors elle serve le narratif d'une Ukraine conquérante, mais aussi, est-ce qu'elle a des conséquences pour les Russes ? La conséquence principale pour les Russes, c'est que la guerre s'invite véritablement dans leur quotidien. Jusqu'ici, Vladimir Poutine a tout fait pour cacher au peuple russe la réalité de cette guerre. Même le mot de guerre avait été banni, on s'en souvient. Et aujourd'hui, le fait de frapper en plein cœur de la capitale russe avec des images absolument dévastatrices que la télévision d'État russe ne peut pas masquer, vous avez des milliers et des milliers de vidéos qui circulent sur Internet russe, sur des réseaux comme Telegram ou Vkontakte. Ça montre que le pouvoir de Poutine n'est plus capable d'arrêter les conséquences pour le peuple russe de la guerre qu'il a déclenchée lui-même. Et le dernier aspect, enfin, c'est sur le plan économique. Pour citer un seul chiffre lié à ces frappes, la production de pétrole de l'ensemble de la Russie, quand même un géant pétrolier, a baissé de 12% entre mai 2025 et mai 2026. On voit l'impact que ça a désormais sur le quotidien des Russes et notamment sur leur économie. Cette séquence, elle est importante pour l'Ukraine, pour Volodymyr Zelensky. Il veut montrer à Donald Trump qu'il n'est pas un loser. On se souvient de l'expression de Trump dans le bureau ovale l'an dernier. Il avait dit que le président Zelensky n'avait, je cite, pas les cartes en main. Eh bien, les cartes que l'Ukraine a en main, par exemple, c'est de pouvoir frapper la Russie partout, à tous les niveaux, et de mettre en danger de plus en plus son économie de guerre et jusqu'aux infrastructures civiles. Ce que Trump avait beaucoup expliqué, notamment aux Européens, c'était l'idée que le temps jouait pour la Russie et que soutenir l'Ukraine ne servait à rien puisque le rouleau compresseur russe était inarrêtable. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de l'aveu même, par exemple, de la présidente de la Banque centrale russe, dont on a bizarrement plus de nouvelles, le temps ne joue plus en faveur de la Russie. Le temps joue plutôt en faveur de l'Ukraine aujourd'hui dans une guerre d'usure. Et ça, Trump et son bras droit comme Marco Rubio, par exemple, commencent à l'intégrer, d'où le fait que le ton de l'administration Trump commence à être un peu plus optimiste envers l'Ukraine. Aurélien Duchesne, un mot des excuses du président biélorusse, donc allié de Vladimir Poutine, et ces excuses, c'est donc envers Volodymyr Zelensky. Comment vous expliquez cette déclaration de Loukachenko ? Il y a deux choses en fait qui font peur à Loukachenko. C'est d'une part sa propre armée. Beaucoup de sources avancent que l'armée biélorusse avait fait comprendre qu'elle ne pourrait jamais s'engager dans une guerre contre l'Ukraine et que ça pourrait emporter le régime de Loukachenko. Et d'autre part, Loukachenko voit à quel point, si demain il devait s'engager dans l'escalade envers l'Ukraine, la guerre portée sur la guerre portée sur son territoire, pardon, aura des conséquences potentiellement catastrophiques pour son régime, pour l'économie biélorusse. Loukachenko, on le voit, est passé en 3 ans de position maximaliste, où il a par exemple proposé d'héberger sur son sol la milice Wagner en soutien à l'effort de guerre russe, à désormais parfois s'éloigner
de la rhétorique du pouvoir russe, comme on le voit actuellement avec ses excuses envers l'Ukraine. Aujourd'hui, quel serait le signal fort pour l'Ukraine, pour Volodymyr Zelensky? Un soutien plus appuyé des Européens ou un soutien appuyé de Donald Trump et de l'Amérique? Sur le soutien américain, les Ukrainiens sont assez ambivalents parce que quand vous regardez, par exemple, la production d'armes, ils ont donné une priorité absolue au fait de devoir se découpler, de réduire leur dépendance aux Américains. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la parole de Donald Trump a été tellement décrédibilisée avec des allers-retours pour soutenir l'Ukraine, sanctionner la Russie et finalement abandonner l'Ukraine à plusieurs reprises, que les Ukrainiens estiment qu'aujourd'hui, c'est sur les Européens qu'il faut tabler pour les soutenir dans une guerre longue. Ils tablent sur les Américains davantage pour faire pression sur Vladimir Poutine, notamment sur le plan diplomatique, ou encore pour appliquer les sanctions. Mais une dernière chose, s'agissant du soutien qu'on peut envoyer à l'Ukraine, quand on parle aujourd'hui de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, vous avez des nouvelles de cette semaine qui montrent à quel point les négociations accélèrent de manière concrète pour l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. Alors, quand Zelensky parle de faire entrer l'Ukraine d'ici 2030 dans l'Union européenne, beaucoup d'experts vous répondront que c'est un peu optimiste, mais l'espoir est là, ça montre aux Ukrainiens qu'il y a une vie après cette guerre et que tout ça, ça n'aura pas été fait en vain s'agissant de leur volonté de quitter l'orbite de Moscou. Merci Aurélien Duchesne d'avoir été en direct dans 64 minutes.